Expert scientifique de l'expo Spirou dans la tourmente de la Shoah au Mémorial de la Shoah du 9 décembre au 30 août 2023. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, vous avez déjà commis une exposition sur BD et Shoah, et là maintenant, vous prenez l'angle de Spirou, du Spirou d'Émile Bravo. Alors, comment s'est fait cette rencontre avec Émile Bravo et comment s'est montée cette expo un peu inédite? Alors l'exposition bande dessinée Shoah, qui s'est faite il y a 5 ans au Mémorial de la Shoah, a été un énorme succès, il faut bien le dire. Je pense que l'institution a dû multiplier par 5 son auditoire. Et puis surtout, on a eu un énorme écho dans la presse, ce qui a conduit le Mémorial à écouter la proposition suivante que je lui ai faite. Et la proposition suivante, c'était de faire quelque chose autour de ce chef-d'œuvre qui est L'espoir malgré tout, le Spirou d'Émile Bravo. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que, je le dis souvent, je l'ai répété, c'est l'œuvre la plus importante sur la Shoah depuis le Maus de Spiegelman. Alors la différence entre les deux, c'est que dans le Maus de Spiegelman, on montrait la Shoah de façon brute, de façon crue. Il s'agissait de montrer Auschwitz, de montrer l'horreur d'Auschwitz. Dans L'espoir malgré tout, on est dans une véritable œuvre de transmission, parce que il s'agit plus de parler d'Auschwitz, de parler de l'horreur d'Auschwitz. Il s'agit simplement de parler du phénomène du génocide, de la façon dont ça se fabrique, de la façon dont ça s'élabore et comment on y résiste. Et c'est vraiment le cœur de l'histoire de Spirou par Émile Bravo. Alors, comment vous avez travaillé avec Émile Bravo sur cette exposition? Comment vous êtes articulé avec l'auteur, justement? D'abord, l'exposition a plusieurs histoires dans l'histoire. C'est important de le souligner. C'est-à-dire que on avait repéré dans le sous-texte de l'histoire d'Émile Bravo toute la documentation dont il s'était inspiré. Il faut savoir que la documentation de ce Spirou est extrêmement précise, extrêmement documentée. Elle est très subtile, très intelligente. Il y a une façon de parler de la Shoah qui est vraiment unique. Et puis surtout, c'est une grande œuvre littéraire. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, il y a une qualité de comédie. Et tout ça n'a pas été fait au hasard. Ça a été fait de façon très précise. Et c'est cette précision, c'est cette qualité de documentation qu'on a voulu souligner. Et puis derrière cette histoire, on voulait raconter Spirou. Parce que l'histoire de Spirou, elle n'est pas anodine. On parle non pas du personnage, on parle du journal de Spirou, on parle des éditions Dupuis, pendant la période où se passe le Spirou d'Émile Bravo, c'est-à-dire pendant l'occupation. Et cette histoire-là, on voulait la raconter. Puis l'autre histoire qu'on voulait raconter, c'est ce personnage, ce couple de peintres allemands que rencontre Spirou dans l'histoire, qui sont des gens qui ont vraiment existé. C'est-à-dire que l'espoir malgré tout d'Émile Bravo, c'est la rencontre entre un personnage de fiction et des personnages réels, qui sont les peintres Félix et Felka Nussbaum, qui ont vécu clandestinement sous l'occupation à Bruxelles et qui ont fini leur jour à Auschwitz en 1944, dans le dernier convoi en partance de Malines vers Auschwitz. Donc tout ça, ça faisait beaucoup de choses à raconter. Et en fait, on a simplement interrogé Émile Bravo pour savoir comment il s'était documenté. Et Émile Bravo nous a expliqué qu'il s'est essentiellement reposé sur un journal qui est le journal de Paul Spreut, qui est un juriste qui a vécu pendant l'occupation et qui tous les 6 mois faisait un rapport au gouvernement belge de Londres pour expliquer quelle était la vie au quotidien des Belges pendant l'occupation, savoir quel était le sentiment du peuple par rapport au roi, le roi qui avait capitulé avec les Allemands, qui avait même qui a même eu des choses, comment dirais-je, un comportement répréhensible pendant la guerre.
et qui lui a coûté sa place, si je puis dire, puisque après la guerre, il y a eu l'affaire royale qui a fait que Léopold III n'a pas pu revenir sur le trône de Belgique. Il y a eu un régent et que jusqu'à la majorité de son fils, il n'a pas pu revenir. Il a abdiqué en faveur de son fils en 1950, en faveur de Baudouin Ier. Donc, on s'est appuyé sur la documentation d'Émile Bravo, et à partir de là, on a creusé la question, on a creusé l'affaire, et on a trouvé des documents. Là, pour le coup, des documents historiques. On a travaillé avec des grands historiens de la période, avec des gens comme Tal Brutmann, avec Laurent Schramm en Belgique, avec Kestelot, qui est la grande historienne de l'occupation en Belgique. Donc on a travaillé avec les plus grands historiens, notamment autour des camps des plages, où ont été enfermés à la fois Nussbaum et à la fois le père d'Émile Bravo, parce que c'est là qu'il est le lien. Le père d'Émile Bravo étant un républicain espagnol, a été enfermé également dans un camp à 1 kilomètre à peine du camp où Félix Nussbaum sera lui-même enfermé. Donc ça faisait plein d'histoires à raconter, et on a travaillé de façon très proche avec Émile Bravo, qui évidemment a pu suivre pas à pas toutes les étapes de l'exposition. Ce qui est très chouette, c'est qu'on voit les tableaux de Félix Nussbaum, qui a été, je crois, dans un courant de James Ensor aussi. Il participe à un courant qui est connu, mais les tableaux de Nussbaum, on les voit très, très peu finalement. Enfin, En fait, Nussbaum, c'est une histoire assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en clair, il disparaît avec sa femme en 1944, sauf qu'il est arrêté chez lui. Et il n'est pas arrêté dans son atelier. Donc son atelier va rester absolument tel qu'il est dans son jus jusque dans les années 60. Il appartenait à un médecin belge qui, à partir des années 60, s'est dit « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Il y avait toute son œuvre. Et donc c'est la ville natale de Félix Nussbaum, qui s'appelle Osnabrück, qui a créé un musée, la Félix Nussbaum House à Osnabrück, qui a créé un musée où se trouve toute son œuvre. Et c'est ce musée qui nous a prêté les œuvres qui sont dans l'exposition, qu'on a fait venir spécialement, Il y a même des œuvres assez peu connues, parce qu'on est allé dans les réserves chercher des esquisses, notamment de son tableau majeur qui s'appelle Le Triomphe de la mort. On ne pouvait pas évidemment faire venir les œuvres les plus importantes, parce que, en clair, c'était les Jocondes de ce musée, donc on ne pouvait pas y accéder. Mais en revanche, on a eu d'autres œuvres, notamment un autoportrait de Nussbaum et un portrait de Felka, sa femme, Felka Platek, par Félix Nussbaum. On a également, parce que Felka était peintre également, on a également une peinture de Felka qui se trouve dans l'expo, et un portrait, alors ça c'est intéressant, un portrait de Nussbaum par un peintre chinois qui est un disciple de Chang et qui vivait également clandestinement pendant l'occupation. Et puis il y a 3 faits d'armes qui sont faits par Jean Doisy, qui est le rédacteur en chef de Spirou sous l'occupation. Le premier, c'est qu'il va véritablement sauver Spirou en créant un théâtre de marionnettes où il va faire vivre, alors que son journal est interdit de publication par les Allemands, il va continuer à faire vivre les personnages de son journal dans un théâtre de marionnettes. Dans l'expo, on a retrouvé les marionnettes de 1943, elles sont exposées. Le deuxième fait d'armes, c'est que la mère du marionnettiste, donc André Mouns, qui est l'animateur du théâtre du Farfadet qui diffuse Spirou, est elle-même très active dans le sauvetage des Juifs belges. À elle seule, elle va sauver 600 enfants juifs. Et qui recrute Suzanne Mouns, c'est alias Brigitte, eh bien c'est Jean Doisy, rédacteur en chef de Spirou. Et troisième fait d'armes de Jean Doisy, c'est qu'il recrute un monsieur qui s'appelle Victor Martin, qui est envoyé par le comité de défense des Juifs à Auschwitz pour aller vérifier si c'était un camp de mise à mort ou un camp de vacances ou de travail tout à fait cool, comme le prétendaient les Allemands, et qui va revenir, qui va faire un rapport qui va être transmis au gouvernement belge de Londres et
au comité de défense des Juifs et qui va permettre d'accélérer le sauvetage des Juifs belges, des enfants en tout cas, des enfants juifs belges pendant la guerre. Et donc ça, c'est les 3 faits d'armes de Jean Doisy. Et puis l'expo se termine par comment dirais-je, un court exposé sur ce qu'est la bande dessinée pendant l'occupation, aussi bien en France qu'en Belgique. En Belgique, il y a Spirou qui, en gros, est un journal qui résiste, mais tout le monde ne résiste pas. Il y a Hergé et Tintin qui vont collaborer. Il y a le journal de Bravo qui, lui, va accepter des administrateurs allemands, qui va continuer à publier pendant la guerre, et qui est un journal important puisque c'est lui qui révèle Edgar Pierre Jacobs, et qui révèle des gens comme Lodi, par exemple. Et puis enfin, en France, la situation est très très différente parce que les principaux groupes d'illustrés pour la jeunesse publiés en France, c'est-à-dire le journal de Mickey ou encore la Société parisienne d'édition qui publie notamment Les Pieds Nickelés ou un magnifique journal d'avant-guerre qui s'appelle Junior. Ces 2 maisons-là appartiennent d'une part à Paul Vinclair pour Mickey. Paul Vinclair, c'est le créateur d'Opéra Mundi en 1928, qui va faire le succès de Mickey. Eh bien, Paul Vinclair est juif, et donc, du coup, son entreprise va être confisquée, va être arianisée, comme disaient les nazis. Et c'est la même chose pour la société parisienne d'édition qui appartient aux frères Offenstadt, où les frères Offenstadt vont également être spoliés de leur entreprise. Il y a au moins un des frères qui meurt pendant la déportation. Et à côté de ça, il y a d'autres sociétés qui vont être spoliées, mais la plupart des sociétés, comme notamment Cœur Vaillant, oui, comment dirais-je, du journal catholique Cœur Vaillant, va se retrouver plutôt dans le sud de la France, à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Et ces journaux-là vont plutôt vont suivre la ligne de Vichy, vont donc collaborer avec le gouvernement de Vichy. C'est la même chose également pour Cino Del Duca, qui fuit le fascisme avant la guerre et qui publie en France des journaux pour la jeunesse, des illustrés de bande dessinée pour la jeunesse, et qui va se retrouver confronté avec un autre fascisme qui est le fascisme nazi, et qui va également prendre une tournure maréchaliste pendant l'occupation, tout en ayant des activités secrètes de résistance. Donc c'est tout ce portrait-là qui se trouve derrière cette bande dessinée qui est publiée sous l'occupation, qu'on raconte dans cette exposition, en parallèle de ce magnifique travail que Émile Bravo a fait avec Spirou et l'espoir malgré tout. Voilà, alors on redécouvre aussi un livret jeune public qui permet aux jeunes de s'amener à réfléchir et à dessiner. Et puis, paraît en ce moment aussi une BD sur les amis de Spirou. Oui. Donc, on peut dire que finalement, pour résumer un peu tout ça, la BD d'Émile Bravo, elle défend quand même certaines valeurs, j'ai l'impression, qui vous sont chères. Et si on voulait résumer les valeurs de Spirou vues par Émile Bravo, ça serait quoi, du coup? Ben, je pense que c'est simplement la prise de conscience que c'est que l'ignominie, ce que c'est que l'horreur d'une guerre. On la voit bien, on la voit à la télé avec l'Ukraine aujourd'hui tous les jours. Et la question que se pose Spirou, qui a 16 ans, alors que les Allemands débarquent dans son pays et qu'il doit vivre sous le joug allemand, c'est comment on résiste. Est-ce qu'on doit faire le gros dos? Est-ce qu'on doit collaborer avec l'occupant? Ou est-ce qu'on doit résister? Et si on résiste, comment on résiste? Est-ce que c'est les armes à la main? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de résister? Tout ça est évoqué dans l'album d'Émile Bravo et ça parle à tout le monde. Et c'est exactement le sujet aussi des amis de Spirou, qui est donc scénarisé par Jean-David Morvan et dessiné par David Evrard, publié chez Spirou, chez Dupuis également, qui lui raconte, en fait, c'est une biographie de Jean Doisy, c'est-à-dire ce fameux rédacteur en chef dont on parlait tout à l'heure, qui explique comment, à partir du club des amis de Spirou, il va en réalité créer une espèce d'école de la résistance
Ce club ayant 5000 membres en 1939, on a 50 000 en 1943. Et dans ce club, il va y avoir des jeunes gens qui vont devenir résistants et qui vont même mourir les armes à la main pendant la libération. Doisy a fait un très très bel éditorial en leur hommage dans Spirou en 1945, de la même façon qu'il a fait un hommage à Suzanne Moons, qu'il avait lui-même recruté. Et donc, oui, ce sont des véritables vademecum de comprendre comment l'horreur advient dans des pays civilisés comme les nôtres et comment finalement il faut résister. Voilà, une belle leçon d'histoire à voir au musée de la Shoah, donc jusqu'à fin août. Il y a des médiations spécifiques qui sont proposées pendant l'exposition. Oui, il faut aller sur le site. Vite, voilà. Sur le site, régulièrement, il y a des visites qui sont faites pour les visiteurs, des visites guidées. Et puis, il y a plein d'événements en parallèle, des rencontres, des débats qui sont également proposés et où on peut rencontrer des historiens, des gens importants, et puis Émile Bravo aussi, qui est présent en vidéo. Qui est présent. Ouais. Puis sur le site du mémorial, tous ces débats, toutes ces animations sont filmées, et donc on peut aller les regarder. Donc même si on a raté l'un ou l'autre débat, on peut aller regarder tout ça sur le site du Mémorial de la Shoah à Paris. Voilà, et c'est gratuit, hein, donc n'hésitez pas, si vous passez par Paris dans le Marais jusqu'au 30 août 2023, Spirou dans la tourmente de la Shoah. Merci Didier Passamonique. Merci.